Merci Madame de dire que l'espoir est toujours là. Vous savez, Edgar Morin cite souvent un poète, qui était un poète de langue allemande, Lucien. Là où croit le péril, croit aussi ceux qui sauvent. Là où croit le danger, croit aussi ceux qui sauvent. La lucidité sur la catastrophe peut peut-être nous permettre de l'empêcher. Sur la question sur la presse, merci pour le compliment sur Mediapart, mais Mediapart est sans doute une exception par rapport à la crise de la presse, sa prise de contrôle par des oligarques qui ne sont pas des industriels de l'information. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe avec les médias, propriété de M. Bolloré, Canal+, la grève à iTélé, etc. Mais le succès de Mediapart montre que nous ne sommes pas une exception. Je rappelle juste, Mediapart aujourd'hui, c'est 123 000 abonnés individuels payants. Ce qui fait, comme on peut lire les résumés des articles, comme la partie participative est en accès libre, c'est 4 millions de visiteurs uniques par mois. 123 000 acheteurs payants de Mediapart, c'est à comparer sur tout support, papier en kiosque, papier abonné et numérique, aux ventes, par exemple, de Libération et du Monde. Libération, je mets de côté les exemplaires donnés aux compagnies aériennes, ils ne sont pas payés. Libération, aujourd'hui, c'est moins de 60 000. Mediapart, c'est plus du double. Le Monde, aujourd'hui, c'est 210 000. Mediapart, c'est plus de la moitié. En moins de 8 ans. Ça veut donc dire qu'il y a une attente. Elle n'a pas une expression politique et médiatique dominante. Mais il y a, je le vis en allant beaucoup sur le terrain, il y a dans le pays, dans les associations, dans les mobilisations, il y a de manière moléculaire, dispersée, énormément de bonne volonté. Et même à Nantes, vous devez le voir dans la société, dans la jeunesse. Simplement, il y a une crise de la démocratie française. Mais à un moment, il y a un décalage entre ce qui se passe dans la société et comment le système politique le traduit. Ce que je viens de dire, reportez-vous quelques années en arrière, l'Algérie a vécu des moments comme ça. À un moment, la société bouge, appelle autre chose, et puis ça coince. Nous sommes, je ne sais pas, j'espère que cela ne donnera pas les drames que l'Algérie a vécu, mais nous sommes dans un moment semblable. D'où ces discours de politique qui appellent à de la force, à de l'autorité, et à violer parfois même les libertés fondamentales, le droit de manifestation, le droit de réunion, la liberté d'expression, etc. Nous sommes dans ce moment-là où il y a une incertitude liée à la nécrose, à la crise de ce jeu politique, dont je rappelle que les institutions françaises sont des institutions d'exception, nées de la guerre d'Algérie, nées de ce moment de perdition d'une république. C'est pour ça que je dis toujours, moi, dans le débat français, je ne dis pas la République, je lui mets toujours des adjectifs, démocratique et social. Parce qu'il y a eu des républicains réactionnaires, conservateurs, voire tortionnaires. Donc c'est important de mettre cette dynamique du mouvement. Ce qui m'amène à votre question de fond. Et je dirais sans doute à notre désaccord, cordial et fraternel. D'abord, comme monsieur vous a répondu déjà, la réalité française aujourd'hui, du peuple français, c'est que la majorité des Français n'ont aucune pratique religieuse. La majorité des Français sont sans croyance. Ils ont des héritages culturels qui peuvent se faire enterrer avec des rites ou mariés avec des rites. Mais non. La majorité des naissances en France aujourd'hui se fait hors mariage. La majorité des naissances se fait hors mariage. Et la majorité, encore une fois, des Français sont ceux qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de croyance, qui ne vont pas à l'église, pas au temple, pas à la mosquée, pas à la synagogue. C'est bien le problème, et c'est là où je voudrais vous alerter, y compris par rapport à ce que vous vivez ici. Une démocratie vivante,
C'est pas la loi de la majorité. Non. C'est plus complexe une démocratie. Si c'est la loi de la majorité pour le vote, puis après ceux qui sont les minorités hors du jeu, non. Une démocratie vivante, c'est le souci des minorités. Car les minorités, et j'ai rappelé tout à l'heure que la minorité, ça peut être simplement le fait d'être ouvrier, d'être dominé, de ne pas avoir les moyens de s'exprimer comme les autres qui ont l'argent, qui ont la fortune, qui ont les diplômes. Les minoritaires sont souvent plus inventifs que les majoritaires, parce qu'ils ont moins à perdre, parce qu'ils sont plus audacieux. Ça vaut d'ailleurs, nous sommes dans un salon du livre, pour les avant-gardes de la création littéraire, artistique. Mon geste à l'égard de mes compatriotes, peu ou prou musulmans, dans la diversité que peut recouvrir ce mot, n'est pas simplement un geste de fraternité. C'est cette idée que la France elle-même, si elle ne fait pas attention à ces minorités, va elle-même rentrer dans une logique d'exclusion de toutes les minorités. Je vais vous raconter une anecdote. Il y a eu donc les lois discriminantes, et il va y avoir ce débat à nouveau contre les femmes musulmanes dans l'expression de leur foi, portant le foulard par lequel elles affirment leur croyance. Pour l'instant, au collège, comme vous le savez, certains veulent étendre ça à l'université, étendre ça à l'espace public, et au point d'avoir cette folie de la campagne sur le burkini cet été. Après les attentats, il y a eu des élections, les premiers de Charlie Hebdo. Et dans un bureau de vote, un rabbin, donc représentant de la religion juive, venait voter. La personne qui s'occupait du bureau de vote lui a dit: vous devez enlever votre kippa. Vous aussi, vous devenez invisible. Il n'avait pas le droit. Il vient comme on est. Deuxièmement, dans une ville, il y a souvent des édifices publics qui en France ont eu une histoire religieuse. Et il en reste des traces de l'histoire. Par exemple, un crucifix. Eh bien, dans le même contexte d'islamophobie, on a voulu décrocher des crucifix. Ce que je veux dire, c'est que si on ne prête pas attention à ce que l'on fait à une minorité, un jour ou l'autre, toutes les minorités. Ce que je veux dire, c'est que la logique majoritaire est une logique qui entraîne des discriminations en cascade, des poupées gigolles. J'ai rencontré à Grenoble, la municipalité a créé un comité des religions, donc intra-religieux. Et il y avait 3 imams, une représentante des catholiques, 2 représentants des protestants, un rabbin, d'autres, etc. Et à un moment, donc, je demande comment ça se passe, comment vous vous êtes rencontrés. Grenoble est la ville où ils ont eu l'audace de faire pas seulement des manifestations républicaines après les attentats, mais ils ont fait une prière multiconfessionnelle dans l'espace public. C'est une façon d'exprimer des solidarités. Et je leur dis comment ça se passe. Et l'un des 3 imams, issus du monde du travail, du monde ouvrier, des usines automobiles de la région, a dit: vous savez, ça se passe très bien. Au début, nous, on était discrets, pas trop se faire remarquer et tout, mais maintenant, ça se passe très bien. Et il a eu cette phrase avec un sourire, faisant rire la dame qui représentait le diocèse catholique. Ça se passe très bien depuis que les catholiques ont compris qu'eux aussi sont minoritaires. Donc, aujourd'hui, quel est le danger en France? Et c'est pour ça que cette histoire de judéo-chrétien est une invention idéologique totale. Et on prend les juifs au passage après les avoir massacrés. Car la longue durée de la domination chrétienne sur l'Europe, c'est l'antisémitisme, jusqu'au génocide. Donc c'est un alibi. Maintenant, allez, on les récupère. C'est un alibi géopolitique dans le contexte actuel. Et beaucoup de juifs français ne sont pas dupes de tout ça. C'est un alibi qui est l'alibi de ceux qui ne croient plus à rien. Et j'allais dire, comme disait Charles Péguy, même pas à l'athéisme. Ils ne croient plus à rien. Ils croient qu'aux affaires, qu'au pouvoir, qu'à la compétition, qu'à la concurrence et tout. Et ils veulent simplement maintenir leur domination.
Donc, il n'y a pas de France judéo-chrétienne. Il y a une France qui a un peuple qui s'invente en marchant. La France judéo-chrétienne, non. Il y a une France, vous savez, la France d'Ancien Régime. C'était la France d'un roi divin. D'un principe absolu, éternel. Et personne n'imaginait que ça bouge. Personne n'imaginait. Et un jour, il y a des gens qui ont dit, on fait une déclaration des droits de l'homme. Un jour, on fait assemblée. La très grande France de l'Empire colonial, il y a des gens qui penseraient que c'était éternel, que ça n'allait pas bouger. Et pour certains d'entre eux, ils étaient intelligents, cultivés. Ici même, s'est égaré un monsieur qui a été un très grand savant, Jacques Soustelle. C'est un très grand ethnologue. Et c'est devenu un des hommes les plus aveugles au moment de la bataille d'Alger et du tournant où la France n'a pas tendu la main et a provoqué le double malheur, un malheur français et un malheur algérien, dont l'Algérie a payé le prix fort. Il n'y a pas d'éternité, il n'y a même pas une tradition qui ne soit pas faite de pluralité. Le monsieur de Bretagne dont je parlais, dans son manifeste, il termine en racontant l'histoire d'une église d'une petite commune de Bretagne, qui s'appelle le Vieux Marché. Cette commune est bâtie sur un dolmen. Le dolmen, c'était les Celtes. C'est là où les Celtes mettaient leurs morts, etc. Donc il est bâti sur un lieu d'un culte païen, d'un culte où il y avait plusieurs divinités et pas de monothéisme. Donc l'église s'est superposée. Et dans cette église, là vous allez me contrôler parce que j'ai oublié le détail exact et certains d'entre vous le savent mieux, dans cette église il y a 10 saints. Et cette église, et certains disaient c'est les 10 saints qui ont évangélisé la Bretagne et tout. Et en fait non. C'est une très vieille histoire où en langue bretonne, dans le Barzaz-Breizh, qui est le fond des vieilles légendes bretonnes, a été pris une histoire qui en fait, en breton, au Moyen-Âge, reprend une sourate du Coran qui est l'une de celles que l'on récite le vendredi. Toutes les cultures sont faites de ça. Donc, après, les humanités font leur chemin. Bien sûr que ce serait formidable que tous les cadres qui ont pu s'exiler soient ici en Algérie. Mais les hommes, les femmes, bougent aussi parce que parfois ils se heurtent à des portes, ils se heurtent à des questions qui sont celles de la vitalité démocratique, de la vitalité sociale. Moi, je suis le produit de ce mouvement. J'ai bougé. Je serais resté immobile à Nantes, peut-être que je serais confit de conservatisme, que je ne comprendrais rien au monde, que je n'aurais pas appris de cette rencontre. Donc, voilà ma réponse. Moi, je ne crois pas, je vous le redis, et je vous invite vraiment à découvrir l'œuvre d'Édouard Glissant, je ne crois pas aux identités assignées. Et je ne crois pas à ces discours idéologiques, qu'ils soient religieux ou non, qui voudraient m'assigner une identité. De ce point de vue, je voulais juste dire par rapport à... Peut-être que j'ai loupé quelque chose. Je n'ai pas eu le sentiment que Kamel Daoud était censuré en France, puisque même il écrit dans Le Point, il fait des conférences, etc. J'ai eu le sentiment, et je l'ai exprimé, que Kamel Daoud s'exprimait par rapport à la situation algérienne, aux pesanteurs, au blocage qu'il ressentait, aux lourdeurs, aux obstacles qu'il ressentait. Et j'estime qu'il en a non seulement le droit, mais que c'est tout à son honneur. Mais en revanche, j'ai estimé que dans le débat français, certains instrumentalisaient Daoud. Comme on aime bien avoir son bon arabe, son bon nègre, parce qu'il sert ce que l'on veut défendre ici. Au lieu de simplement être solidaire de ce que défend Daoud ici, une façon de l'annexer sans vouloir voir la société française elle-même. Donc je n'ai pas eu le sentiment d'une censure, j'ai eu le sentiment que cette parole libre qui est la sienne, certains voulaient l'annexer. Je pense qu'il est assez fier pour savoir refuser toute annexion de ce genre.
Enfin, pour terminer sur... et je vois que vous voulez me répondre, donc pas de souci. Hein. Pour terminer par rapport à l'Afrique, pour rapport à la CPI, il y a deux choses sur la CPI qui sont totalement imbriquées. Il y a une réalité, c'est que beaucoup de criminels de guerre qui ont commis des crimes contre le monde, contre l'humanité, ne sont pas devant la CPI. George Bush Junior n'est pas devant la CPI. Non, hélas. Beaucoup d'autres responsables des malheurs qui sont les nôtres ne sont pas. En clair, la CPI est actuellement une justice qui frappe les faibles et qui ne frappe pas les forts, qui ne frappe pas M. Kissinger, qui n'a pas été non plus poursuivi pour la responsabilité dans les crimes des dictatures latino-américaines, etc. Donc ça, il y a cette raison. On veut aller en Grande-Bretagne. Aujourd'hui, vu les dispositions qui ont été imposées dans les consulats pour arriver à avoir un visa, les gens préfèrent aller au Canada, au Québec, je sais tout ça. Je ne suis pas en train de vous dire « venez en France, c'est un pays formidable », c'est un pays où je me bats, y compris contre une partie de la France, je m'y bats. Le hasard de la vie fait que moi qui me voyais, en effet, vous avez raison, je voulais faire des études d'ingénieur agronome et je voulais être au service de ce qu'on appelait le tiers-monde. Je me sentais, c'était ma génération, plutôt guévariste. Je me voyais aller en Amérique latine, en Afrique, en Asie et ainsi de suite. La vie a fait que j'ai posé mon sac en France. Mais je n'ai pas posé mon sac pour justement renoncer. Je me bats. Je me bats pour ce que nous avons en commun. Moi, je suis quelqu'un qui ne... Vous savez, pour moi, les frontières, ce ne sont pas des barrages, ce sont des ponts. Pour moi, dans ce que je défends, monsieur, dans ce que je défends, pas, je sais bien que ce sont des barrages. Je sais bien à quoi on se heurte. Je sais bien quelle est la réalité des contrôles. Mais je me bats où je suis. Je rends compte de là où je me bats. Je me bats par rapport aux droits de ceux qui viennent dans notre pays. Je me bats pour cette égalité des droits. Je me bats pour l'accueil. Je me bats sur la question des études. Je me bats, comme ici, vous vous battez sur d'autres questions de droits démocratiques et sociaux, je suppose. Je voyais qu'il y avait des manifestations et des mouvements sociaux dans l'éducation nationale, dans la presse. Donc vous vous battez aussi, on se bat là où on est. On doit se battre là où on est. Peut-être que demain, après-demain, je frapperai à votre porte en disant « Écoutez, Marine Le Pen est au pouvoir, je vous demande de m'accueillir. Je verrai si vous me donnez, un visa et si je peux faire mon chemin. » Voilà, il y a des moments, voilà, chaque peuple a des moments comme ça, mais je voudrais surtout vous dire votre opposition de l'idéal et de la réalité. On ne transforme la réalité qu'avec un idéal. S'il n'y a pas d'idéal, vous ne la transformerez jamais, la réalité. Vous ne la transformerez jamais. Enfin, c'est le sens de ma présence, je ne suis pas sûr qu'il n'y ait que la France qui profite de moi. Je pense que ce que je fais est utile aussi à d'autres. Je pense que quand Mediapart, pour le cinquantenaire de l'indépendance, a lancé un grand appel « Vérité et réconciliation », vérité de l'histoire, réconciliation des mémoires, c'est un impact, ça sauve quelque chose, ça sauve de l'espoir pour demain. Bien sûr, peut-être que je ne verrai pas ce monde idéal, mais c'est le sens du livre que j'ai fait, qui s'appelle « Voyage en terre d'espoir », où il y a des biographies de gens comme ça, qui, sur le moment, ont été vaincus, parce qu'ils étaient, selon vous, peut-être trop idéalistes. Mais après, c'est ces gens-là qui deviennent, pour la génération suivante, ceux dont on s'inspire pour faire bouger les choses. Voilà. Donc, je pense que nous sommes tous... comment dire, je refuse d'être essentialisé. J'ai un passeport, j'ai une nationalité française par le hasard de la naissance. Mais je serai en Martinique, qui est encore une colonie française, en décembre. Je serai pour l'inauguration d'une école.
à laquelle on va donner un nom. Ce nom est inconnu en France. En Martinique, il est très connu. C'est le nom de mon père, Alain Plenel, qui a été du côté du peuple antillais au point de briser sa carrière. Je vais y revenir, c'est comme ça qu'il est arrivé en Algérie. Et donc, moi, je me sens, si la Martinique est indépendante demain, j'aimerais qu'elle me fasse citoyen fraternel, citoyen d'honneur, citoyen de papier. Si l'Algérie en avait le pouvoir, je serais ravi de me proclamer binational franco-algérien. Ne serait-ce que pour faire un pied de nez à ceux qui ont cru que la déchéance de nationalité pouvait être une arme contre le terrorisme. Voilà comment moi je vis mon chemin d'homme, sachant que nous ne sommes que de passage sur cette terre. Sur l'expérience de Mediapart, il y a beaucoup de gens qui la regardent. La presse traditionnelle a repris cette idée de la valeur de l'information. Il y a de plus en plus de zones payantes. Qui se soit totalement inspiré de nous, il n'y a que deux exemples. Un journal espagnol, Infolibre, j'étais à Madrid mercredi dernier, où on a fait en espagnol un superbe livre. Ils ont fait un superbe livre où ils rappellent Alger républicain, les reportages de Camus, et Albert Camus, périodiste. Un superbe livre fait par une universitaire qui enseigne en France mais qui est espagnole, dont j'ai fait la préface, qui n'existe pas en français, sur toute l'histoire de Camus, journaliste, d'Alger républicain, ses reportages dans les Aurès, Kabylie, etc., Combat, l'Express, etc. Et donc, Infolibre. Et l'autre exemple, c'est chez le voisin avec lequel les relations ne sont pas toujours simples, c'est au Maroc. Le DES, vous pouvez le suivre sur les réseaux sociaux, et là, s'il est en difficulté au bout d'un an. Et alors pourquoi? Parce qu'il y a une condition pour réussir, c'est d'avoir le temps de convaincre le public de suivre. Donc c'est avoir assez d'argent pour tenir. Mediapart, il nous a fallu 3 ans avant de gagner de l'argent. Donc il a fallu mettre nos économies, s'endetter. Il a fallu tenir bon pendant 3 ans. Et souvent, ce qui manque à ces expériences, c'est d'avoir suffisamment les moyens. Aujourd'hui, et puis, bon, évidemment, d'avoir les moyens et les reins assez solides pour faire face à des pouvoirs qui peuvent, économiques ou politiques, essayer de les empêcher. Pour revenir sur mon passage ici en Algérie, où je suis revenu régulièrement après, c'est mon père qui a choisi un jour de rompre avec... il était haut fonctionnaire français et il était engagé dans les causes anticoloniales, sans parti, mais en solidarité avec les questions de la souveraineté des peuples. Il avait donné des interviews, y compris ici à El Moudjahid, à l'époque, à Révolution africaine. Il avait fait des articles dans les temps modernes. Il était venu à Alger un peu après l'indépendance. Et il a été cassé comme fonctionnaire d'autorité par décret présidentiel à cause de ses engagements. Parce qu'il n'était pas assez dans l'obligation de réserve. Il était un très bon administrateur, le mieux noté de sa génération, promis à une très belle carrière, mais il considérait qu'il ne pouvait pas se taire face à des injustices. J'ai fait un livre qui s'appelle Dire non, après sa mort, il y a 3 ans de cela, parce que c'est un homme qui a dit non, sans réfléchir un peu, sans calcul, et qui en a payé le prix très modestement. Ce n'est pas une vedette, il n'est pas public comme je le suis devenu. Et donc, il s'est mis en congé. On l'avait exilé comme professeur à un lycée de jeunes filles à Clermont-Ferrand, alors qu'il était responsable, avant il était vice-recteur de ce département, et après il était responsable de toute la radio-télévision scolaire. Donc il a décidé de se mettre en congé, et avec des personnes qu'il connaissait ici, il est venu, non pas comme coopérant, donc il était payé comme un fonctionnaire algérien. Il a enseigné, certains des cadres du régime de l'administration sont passés par ses cours, puisqu'il enseignait à la faculté d'économie, à l'école nationale d'administration, à l'école du journalisme, la géographie, l'économie, l'histoire.
Il est resté ici jusqu'à 1972, avant d'aller travailler pour l'UNESCO, en Côte d'Ivoire et en Inde. Et puis il n'a été réhabilité qu'après l'élection de François Mitterrand, sur l'insistance de quelqu'un qui avait été ici, qu'il a bien connu, qui chaque fois qu'il me voyait disait comment va. L'important n'était pas moi, mais était l'autre personne discrète. Bon, Alain Plenel, c'est Stéphane Hessel. Et donc il n'a été réhabilité que longtemps après. Et donc cet homme, en fait, voilà, et c'est lui qui a fait que je me suis retrouvé ici, au début tout seul avec lui. Et vous me demandez le souvenir, alors, bon, ce sont, comme vous savez, des années assez particulières, 65-70, à la fois complexes après le coup d'État de 65, en même temps des années de transition, avant la décennie 70, des années, il y a un documentaire qui va être diffusé en France, fait par un cinéaste algérien, Alger, la Mecque des révolutionnaires. Il va être diffusé sur Arte début janvier, et Mediapart va faire une projection. Bon, avec des archives, vous vous rappelez, c'est cette époque où il y a tout le bouillonnement du monde est à Alger. Hein, les gens d'Angola, les gens du Mozambique, les gens de l'ANC, d'Afrique du Sud, les gens, les Black Panthers, le festival panafricain, la Palestine, tout ça est dans ce bouillonnement. J'étais jeune, je suis arrivé, j'avais 13 ans, j'ai fait ma première année d'université ici, je suis parti, j'avais 18 ans, donc moi je n'ai souvenir que du bon, c'est-à-dire de ce bouillonnement de l'Algérie, je dois le dire du fond du cœur, hein. On était 3 ans après l'indépendance, j'aime beaucoup la randonnée, j'aime beaucoup camper, j'aime beaucoup voyager, marcher, je me suis promené dans toute l'Algérie. Sac au dos, le train, le bus, l'autostop, d'est en ouest, jusqu'au sud, j'ai toujours, voilà, j'ai l'accueil, la gentillesse, la fraternité, tout simple, quoi. Bon, voilà, donc moi j'ai ce souvenir-là, avec un petit souvenir qui montrait, bon, comment ont commencé peut-être des occasions manquées. Comme toute la jeunesse des années 60, j'avais un peu les cheveux longs. Et une fois, je m'en souviens, rue Guidouche Mourad, je marchais comme ça, tout seul, et il y a une voiture de gens civils qui se sont arrêtés et qui m'ont embarqué pour me faire peur, pour m'emmener au commissariat central, me dire que je devais me couper les cheveux, tout ça. Bon, c'était après le festival panafricain, il y avait cette idée que cette jeunesse bouillonnait trop, etc. Bon, voilà, ce que j'essaye de dire là, c'est que voilà, notre histoire est commune. Quand je parle en France, je dis oui, moi je suis le produit, mon père était catholique et a abandonné sa croyance, ma mère était une protestante, ça a été, vous savez, en Europe, au cœur de la chrétienté, protestants et catholiques, c'est un peu, hélas, comme sunnites et chiites en Irak aujourd'hui, hein, des frères qui se sont déchirés. Mais moi, je suis le premier Plenel non baptisé, j'ai grandi dans aucune croyance, mais après je dis, j'étais aux Antilles. Aux Antilles, c'est le vaudou, parlez-en avec Dany Laferrière, ce sont ces croyances venues, voilà, de la nature. Le quimbois, on dit aux Antilles, j'ai été fait de ça. Et l'Algérie, pour moi, mes compagnons, mes camarades, ils étaient pour beaucoup musulmans, de cet islam ouvert, sans sectarisme, voilà, divers, variés, voilà, curieux des autres et en même temps fier de lui-même. Ce que dit Édouard Glissant, je change et changeant avec l'autre sans me perdre ni me dénaturer pour autant. C'est ça le mouvement de la relation. Donc, et ma compagne est issue d'une immigration ayant fui les persécutions juives d'Europe centrale. Donc moi je suis fait de tout ça. Voilà, je suis fait de tout ça et je suis fait de tous ces apports qui sont aussi spirituels. Même si je ne suis pas un croyant, je pense qu'il y a du spirituel. Je pense qu'on a besoin d'un au-delà. Et cet au-delà nous fait bouger, nous fait faire mouvement. Donc, voilà quand je dis que cela m'a nourri, eh bien cela m'a nourri de cela, de ce souci du monde, de ce lien avec le monde.
Et quand on revoit ce documentaire, je dis ça pour la jeunesse algérienne qui peut se dire on nous a beaucoup mythifié ces années-là, on nous a enfermés dans ce souvenir-là. En même temps, on voit l'onde de choc et c'est normal qu'après ça ait été difficile, parce que c'était un saut de l'ange, comme on dit, un saut dans l'inconnu, ce saut de la souveraineté, de l'indépendance. Et quand on voit ce documentaire et le phare qu'était l'Algérie à ce moment-là, on comprend comment ce défi fait à une puissance comme à l'époque le peuple vietnamien a recueilli tous nos espoirs. Aujourd'hui, nous soutenons des intellectuels vietnamiens qui peuvent être réprimés par le pouvoir actuel au Vietnam, qui s'est un peu durci, fermé sur lui-même. Mais à ce moment-là, pour nous, le peuple vietnamien, il se dressait contre le fait accompli de la puissance. Bien, je pense que l'humanité, c'était ça Spartacus, que ce soit des peuples, que ce soit des individus, elle doit un jour ou l'autre toujours se dresser contre le fait accompli de la puissance. Et ce qu'on traite, l'une autour à la fois entre guillemets printemps arabe et Yémen et ce qui se passe dans la région, et l'autre sur la gauche et la démocratie française. Mediapart, sauf à ce que nous-mêmes nous traduisions certains de nos articles en arabe, ce que je n'exclus pas à demain, mais un Mediapart algérien, je suis prêt à l'accompagner, à l'aider, mais ce n'est pas nous qui le créons. Je ne crois pas. Cette question m'a été posée. Dans le succès de Mediapart, des gens nous ont dit « faites un Mediapart Maghreb, faites un Mediapart ». Et moi, j'ai arbitré non. J'ai dit « je pense que le succès de Mediapart, c'est certes une formule, mais c'est une équipe qui l'a créée, qui connaît les enjeux français, de la démocratie française, qui rencontre son époque. C'est à la fois une pratique journalistique et aussi un souci de ce qui se passe. C'est pour ça que je vous citais le Maroc, Ali Amar, qui a participé à beaucoup d'aventures de la presse indépendante marocaine, est venu nous voir pour apprendre de Mediapart et créer le desk au Maroc. Nous l'avons accompagné et soutenu. Si demain, une équipe de journalistes algériens voulait faire quelque chose de semblable ici, nous aiderions, nous apporterions notre aide, voilà, sachant que je ne crois pas à cette idée de la déclinaison par en haut d'une expérience. Quand, sans doute, nous n'en faisons pas assez, mais la prévarication de ceux qui ont confisqué les indépendances, c'est ça dont vous parlez au fond, ceux qui ont construit une nouvelle classe dirigeante sur les indépendances, nous le traitons le plus que nous pouvons. Et nous le traitons d'autant plus aujourd'hui qu'avec le numérique, il y a des moyens d'avoir des informations financières sur ce scandale que vous connaissez, qui sont les paradis fiscaux, c'est-à-dire la richesse détournée des nations, sinon volée. Vous savez, les avoirs financiers qu'il y a dans les paradis fiscaux, c'est de mémoire 25 000, voire 30 000, entre 25 000 et 30 000 milliards d'euros. C'est plus que le produit intérieur brut additionné des États-Unis et du Japon. Donc on voit bien l'immensité de ce que ça signifie par rapport à ce dont des peuples auraient besoin. Prenons un simple exemple d'un pays qui a aussi une richesse et une manne pétrolière, le Gabon. Le Gabon est un tout petit pays avec ce qu'il a comme richesse. Il devrait être en Afrique aujourd'hui, avoir le niveau de vie de la Suisse par rapport à sa population. Et évidemment, ce n'est pas le cas. Nous avons révélé, et cela a joué dans le débat au cœur de l'élection présidentielle récente, nous avons montré cela, nous avons fait des révélations, nous avons enquêté sur les biens mal acquis, et nous continuerons, parce que je pense que, voilà, les peuples ne sont pas dupes, mais je crois qu'il y a toujours un effet de la vérité. C'est-à-dire, une chose est de le savoir abstraitement, une chose est que tout le monde le voit.
C'est l'affaire Cahuzac. On sait qu'il y a de la fraude et de l'évasion fiscale. Et tout d'un coup, vous voyez que le ministre du budget est lui-même un fraudeur fiscal. Là, tout le monde dit c'est plus possible. On doit bouger, on doit prendre des mesures, on doit faire un parquet financier. Moi, je crois à cet effet libérateur de l'information. C'est bien pour ça que, vous savez, souvent dans certains pays, le journaliste qui fait ce travail-là est vu comme un opposant plus dangereux que l'opposant politique. Parce que l'opposant politique, on s'arrange parfois. Mais celui-là, non, parce qu'il met sur la table ce qui va vraiment montrer que le roi est nu, hein, montrer qu'il est en difficulté. Je n'emploie pas trop l'expression printemps arabe, en plus ça a commencé en décembre en Tunisie, donc en chronologie, c'était pas un printemps. Bon, d'autant plus que bon, voilà, ça a l'air de dire que c'est les saisons et tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que dans des contextes très différents à partir de l'intercelle tunisienne, et à l'exception de l'Algérie, je vais y revenir, il y a eu, bon, simplement des gens qui ont dit c'est plus possible, nous avons été indépendants, mais nous voulons maintenant la vraie, voilà, être maître un peu plus de notre destin. Bon, ce fait de dire non à un moment par rapport à une injustice, par rapport à une violence ordinaire du système, c'est ce qui s'est passé à Sidi Bouzid, c'est ce qui s'est passé hier au Maroc par rapport à ce monsieur et aux manifestations qui ont lieu encore aujourd'hui, qui a été un peu bousculé par la police pour son poisson, je crois que c'est ça, voilà. Donc, nous sommes, bon, tous les peuples connaissent ça à un moment ou à l'autre. Après, l'histoire, elle n'est jamais écrite. Elle se fait selon les contextes, selon des rapports de force, selon des bifurcations. Nous, la France, on a fait une révolution, d'accord? Mais après, il y a eu la Restauration, il y a eu la Terreur d'abord, ça a mal terminé, il y a eu la Restauration, à nouveau l'Empire, Napoléon Ier, qui était un ennemi profond des libertés. Et puis bon, ça a été difficile, ça a mis un siècle à ce qu'on prétende être un pays républicain, et encore, quelle république, puisque c'est celle qui aussi a fait la colonisation, a fait d'autres injustices, etc. Donc, les peuples se sont mis en marche. Moi, je dis, c'est tout simple, depuis les années 50, le monde a tourné sur son pivot. Pendant 5 siècles, un univers, l'Europe, a donné le là du monde. C'est imposé à peu près à tous les peuples, imposer ses marchandises, ses armées, etc., ses croyances, et puis bon, le monde s'est ébranlé, avec des formes diverses, avec évidemment, après, des indépendances privatisées et confisquées, avec parfois des dictatures militaires imposées, avec des soulèvements populaires qui prennent des formes imprévues, inédites, comme le surgissement de la révolution en Iran en 1979. Alors qu'en face, l'Irak, que les États-Unis et l'Europe vont armer face à la révolution iranienne, était à la fois un pays qui se revendiquait au fond du nationalisme arabe, mais qui était aussi, ne l'oubliez jamais, le pays qui a le régime qui a tué le plus grand parti communiste du monde arabe, le parti communiste irakien, qui était implanté majoritairement dans la communauté chiite, qui est la communauté majoritaire, donc plus populaire, les 30% de sunnites étant plutôt dans les classes plus dominantes, socialement. Derrière les questions de croyance, il y a les questions sociales, etc. Donc tout ça fait qu'il y a des chemins différents. Quel aurait été le sort de la Libye si Sarkozy, pour des raisons que le Mediapart ne cesse de documenter, et nous ne terminerons pas, nous allons continuer, si Sarkozy, après avoir voulu aider Ben Ali à tenir bon, tout d'un coup, il est soi-disant venu au secours des rebelles libyens. Et il a fait le lit de Al-Qaïda et de l'État islamique. Non, il faisait ça pour d'autres raisons. Parce que quand il y a les révolutions, les coffres s'ouvrent.
les documents sortent, des vérités qui dérangent peuvent émerger. Bon, les révolutions, c'est pas un bien en soi, c'est un moment où ceux d'en haut n'arrivent plus à tenir bon, et ceux d'en bas ne supportent plus. Et il se passe quelque chose. Voilà. Bon. Après, encore une fois, ce sont les hommes, les femmes qui font que ce quelque chose tourne d'une façon ou d'une autre. La Syrie, pendant 2 ans, ça a été 2 ans de manifestations monstres, pacifiques. Et puis, au bout d'un moment, dans l'impuissance des solidarités, le piétinement, ça n'arrivait pas à déboucher, l'entêtement, tout ça a basculé dans autre chose. Et qui fait qu'à la fois, il y a eu l'effacement de toute une partie de la société syrienne, près de 300 000 morts aujourd'hui, et la radicalisation avec l'intervention d'autres forces et la situation actuelle. Le Yémen, c'est pareil. Le Yémen, vous vous en souvenez, on voyait les images des étudiants, des étudiantes, on voyait quelque chose qui surgissait au cœur de ce pays qui, en plus, avait été réunifié il y a quelques décennies entre Sanaa et Aden, qui n'étaient pas pendant un moment dans la même histoire. Et donc, voilà, pareillement, comment dire, quand il y a des révolutions, il y a des contre-révolutions. Et il y a des interventions de forces extérieures. Comme, rappelez-vous, la Révolution française, c'est pour ça qu'après, c'est les aventures guerrières de Napoléon. C'est que d'abord, pourquoi il y a par exemple cette phrase dans la Constitution française, « La France une et indivisible ». C'est parce que l'Ancien Régime voulait démanteler ce pays. Bon. Et donc, cela donne, il n'a pas dit le mot, face à ce qui s'est passé au cœur des révoltes, au cœur du peuple yéménite, dans des jeux de puissance régionale, l'intervention saoudienne, qui est armée par la France, principalement, il faut le dire. Jamais un président de la République français n'a été autant de fois en Arabie Saoudite que l'actuel, qui en même temps finance l'armement du régime de M. Sisi, aussi en Égypte, où la gauche démocratique, laïque, qui a critiqué le gouvernement des frères musulmans, se retrouve aujourd'hui dans les mêmes prisons que les frères musulmans. C'est une réalité factuelle, je ne dis pas qu'est-ce qui est bien ou mal, je dis juste, voilà la réalité. Donc, en clair, il y a eu l'ébranlement des peuples, et évidemment, il y a le contre-recours avec cet immense exode aussi. Souligner quand même que c'est le plus grand exode de population depuis les guerres mondiales européennes créées par l'Europe. C'est des exodes d'ailleurs dont les pays riverains portent le poids. C'est d'abord la Jordanie, c'est d'abord le Liban, c'est d'abord la Turquie qui porte le poids de tout cela. J'insiste parce que tu as parlé des grandes puissances, mais justement, ce qui se passe là illustre les défis du monde devant nous. Et si nous n'apportons pas la bonne réponse, ces défis peuvent être cumulatifs et nous emmener dans la catastrophe. Qu'est-ce que montre ce qui s'est passé après ces événements? Où il y a un rescapé, je dirais la Tunisie, et un pays qui s'est tenu un peu à l'écart, l'Algérie, ayant vécu ce qui s'est passé avec la décennie noire, c'est vous le savez mieux que moi. Il se passe que justement, les vieilles grandes puissances, même si elles sont toujours des puissances économiques et militaires, ne peuvent plus faire la loi, ne peuvent plus imposer de solutions. En fait, dans la région du Moyen-Orient, du Machrek, il y a aujourd'hui 3 puissances régionales qui ont chacune leur jeu géopolitique et qui ont chacune leur puissance économique, financière et leur puissance militaire. L'Arabie Saoudite, qui est un vrai pays à la différence des Émirats, 10 millions d'habitants. L'Iran, évidemment, avec une diplomatie très habile. Et la Turquie, et avec le cours autoritaire du régime du président Erdogan. Ces 3 pays, aucun d'entre eux aujourd'hui
États-Unis, ni la Russie, ni la France, ni la Chine, ni la Grande-Bretagne, je parle des 5 membres permanents du Conseil de sécurité, ne peut aujourd'hui dire à ces 3 pays, voilà ce que vous allez faire. Il leur échappe. Ils peuvent faire des alliances, mais chacun... Et donc, nous sommes au cœur aujourd'hui d'un cas d'école sur notre monde multipolaire. Et comment, justement, dans ce monde multipolaire, pour moi, la responsabilité des, entre guillemets, vieilles puissances, ce serait justement de ne plus être dans des logiques de puissance, d'avoir appris de leur illusion de puissance, des dégâts que ça crée, pour être un frein et non pas un accélérateur. Et donc, ne pas être des vendeurs d'armes en veux-tu, en voilà, ne pas être des pousses au crime à des interventions extérieures en veux-tu, en voilà, respecter la souveraineté des États, essayer de créer et d'imposer, de proposer, de pousser à des solutions politiques et ne pas courir comme nous courons aujourd'hui vers, depuis Sarkozy et hélas continuer avec François Hollande, vers ces réponses autoritaires qui ne font que nourrir encore plus la catastrophe. Enfin, sur la gauche, la France, etc. Moi, vous savez, je dis souvent, je suis considéré comme quelqu'un de gauche dans mon histoire personnelle, mais gauche et droite, ce sont des mots datés, liés à la création d'assemblées qui étaient des hémicycles. On a mis, voilà, c'est qui est à gauche, qui est à droite. Pour moi, personne n'est propriétaire du bien. Il y a eu, dans la gauche française, des gens qui ont été pour la colonisation. Il y a eu des gens qui ont cédé en 1940 face à Pétain et à la collaboration. Et il y a eu à l'inverse des gens de droite qui pouvaient être conservateurs sur les questions de société, sur les questions de religion, sur les questions économiques, qui en revanche ont eu des principes. Et on dit ça, je n'accepte pas. Et donc, pour moi, dans les moments que nous vivons, le problème, c'est d'abord de savoir quel est notre cap. Je pense en effet qu'en France, aujourd'hui, l'agenda idéologique a été, depuis 30 ans, de plus en plus imposé par la droite extrême, c'est-à-dire les tenants de l'inégalité de naissance, de l'inégalité des cultures sont supérieures à d'autres, des religions sont supérieures à d'autres, des croyances sont supérieures à d'autres, des identités sont supérieures à d'autres. Les tenants de l'inégalité naturelle. Et nous, on est du côté de ce chemin de l'égalité, qui n'est pas une proclamation, qui n'est pas un égalitarisme, qui est un chemin, une invention permanente. Une invention permanente. Les femmes ont le droit de vote en Algérie. En France, elles n'avaient pas le droit de vote jusqu'à 1945. Et pour rappeler qu'aucune culture n'est propriétaire de l'universel, je rappelle que les femmes françaises ont eu le droit de vote 25 ans après les femmes turques. Ce sont les jeunes Turcs. Alors ils n'ont pas fait des choses bien, les Arméniens le savent par la répression dont ils ont été victimes, mais bon, ils ont fait le droit de vote à une époque où en France on ne voulait pas donner le droit de vote à la moitié de l'humanité. Donc voilà, on invente, on marche. Donc nous sommes devant ce défi-là en France, qui est, vous l'avez dit, peut-être une crise de régime profonde, une crise, l'agonie d'un régime qui est un peu épuisé. Regardez, tous les partis politiques français n'arrivent plus à désigner leur candidat à la présidentielle. Ils appellent au peuple pour choisir à leur place. Et puis, dans ces batailles, il n'y a qu'une bataille de pouvoir, il n'y a pas des grandes batailles d'idéal, etc. Donc moi, je n'ai pas de raccourci, je suis qu'un citoyen, je dis juste que dans un moment comme ça, il faut faire valoir l'agenda de la société. Les questions démocratiques, les questions sociales, ce que j'appelle les causes communes, ce que nous avons ensemble, là où nous vivons, là où nous travaillons, ce que vous faites vous-même quand vous vous occupez de questions concrètes, de solidarité concrète, dans votre quartier, dans votre entreprise, dans votre vie personnelle. Un dernier cadeau, puisqu'on est à un salon du livre,
Il y a un monsieur qui est, pour montrer que la vie est un chemin, il y a un monsieur qui était un conservateur, qui avait un très grand succès, qui était reconnu, qui était membre de l'Académie française, qui était un pair de France, peut-être un notable. Or cet homme, à l'âge où il avait déjà tout reçu, quand le peuple a bougé, quand le peuple s'est réveillé, il s'est mis du côté du peuple. Et quand un coup d'État a voulu supprimer la parole du peuple, il a dit « Je ne serai pas avec ce coup d'État ». Il a quitté la France et il est resté en exil 19 ans. Et il a dit « Je ne rentrerai dans mon pays que quand la liberté sera rentrée chez elle ». J'ai nommé Victor Hugo. Victor Hugo. Pourquoi ce nom est devenu un nom presque universel, etc. Certes, il a fait Les Misérables, tout ça. Mais c'est aussi parce que sa vie a été la vie de quelqu'un qui n'a pas fait que des mots et qui a payé le prix de cela, être au rendez-vous de l'humanité, de nos humanités. C'est d'ailleurs comme ça qu'il a pris position très tôt contre la peine de mort, contre le fait que des régimes politiques fassent ce qu'on refuse que l'humanité fasse, tuer son prochain. Hein? Qu'as-tu fait de ton prochain? Qu'as-tu fait de ton frère? Alors Victor Hugo, je veux juste vous léguer ces phrases. Vous connaissez? Non, juste parce qu'il y a un ami qui lève le doigt, je vais faire juste une parenthèse. Oui, pardon. Oui, effectivement, Victor Hugo a eu des positions extrêmement pro-colonialistes. Ah oui, bien sûr, mais bien sûr. Alors, mais attendez, je ne vais pas rentrer dans cette polémique. Ils étaient tous que c'était... Non mais, bien sûr, mais il n'a pas vécu, il est mort en quelle année? Je crois qu'il n'a pas vécu jusqu'à 1885. Parce qu'en 1885, vous connaissez ce moment-là qui est très intéressant. Après, les gens font leur chemin. C'est le moment où il y a le vrai débat. À l'époque, le Parlement débattait vraiment, comme le Parlement wallon a débattu sur un traité européen. Il y a le débat Jules Ferry et Clémenceau. Et c'est formidable ce moment, parce que Jules Ferry est le colonisateur. C'est le moment où, après la conquête de l'Algérie, il dit il faut qu'on continue en Indochine. Et il dit on a une mission. C'est nous qui possédons les Lumières et tout. Et en effet, Victor Hugo avait cette idée que la France avait les Lumières. Et là, est-ce que Victor Hugo, écoutant l'opposant de Jules Ferry, qui est Georges Clémenceau, et qui dit non, vous rentrez dans un engrenage terrible, terrible, si vous prétendez qu'il y a des civilisations supérieures à d'autres. Et cet engrenage, c'est intéressant ça, parce que cet engrenage de la colonisation, c'est celui qui a fait retour sur l'Europe. C'est celui-là qui a provoqué la barbarie européenne. Parce que tout d'un coup, des armées qui avaient brutalisé d'autres peuples, qui avaient brûlé des gens dans des grottes, qui avaient brûlé les civils sans distinction, etc., qui avaient massacré, eh bien elles sont revenues et elles ont réimporté cette violence en Europe. Et elles ont réimporté cette idéologie-là. Où l'Allemagne, vaincue, a dit « mais moi je veux mon empire colonial en Europe. Et moi je suis une civilisation supérieure à d'autres. » On est toujours. Aimé Césaire a écrit ça dans son discours sur le colonialisme. Celui qui pense qu'il y a des civilisations supérieures à d'autres, en d'autres termes, qu'il est le civilisé et que l'autre est le barbare, c'est lui qui est en train de se barbariser. Je dis ça pour respecter les mannes de Victor Hugo. Peut-être que vivant un peu plus longtemps, il aurait réfléchi à cela. Parce que je voulais vous léguer ce qu'il a dit en termes de règles de vie. De règles de vie. Tenter, braver, persister, persévérer, être fidèle à soi-même, prendre corps à corps le destin, étonner la catastrophe par le peu de peur qu'elle nous fait, tantôt affronter la puissance injuste, tantôt insulter la victoire ivre, tenir bon, tenir tête, voilà l'exemple dont les peuples ont besoin et la lumière qui les électrise. Bien, c'est à nous d'être au rendez-vous, quoiqu'ait par ailleurs écrit Victor Hugo, de ces phrases qui sont de simples rendez-vous de notre liberté avec notre responsabilité. Merci.